Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la bibliothèque idéale. Alors c'est un des formats que vous préférez sur cette chaîne depuis que je l'ai lancé il y a 2-3 mois. Je sais plus exactement, ouais c'était ça, c'était à peu près vers novembre je crois, qu'on l'a lancé et on arrive à la 5e vidéo peut-être de la bibliothèque idéale. J'avais fait moi la toute première avec moi-même qui avait répondu aux 20 questions sur 20 livres qui permettent de constituer petit à petit la bibliothèque idéale. Et après on a eu plusieurs invités qui sont venus présenter leur bibliothèque idéale, qui ont répondu, qui se sont prêtés au jeu. Et il y en aura d'autres, il y en aura beaucoup d'autres qui vont arriver. Et vous aussi, si vous voulez participer à ce concept, vous pouvez en m'envoyant une vidéo, vous répondez à ces 20 questions de la bibliothèque idéale. Vous avez les 20 questions dans la description de cette vidéo. Vous me les envoyez à cette adresse mail qui est là. Et puis voilà, après moi je fais une petite vidéo de commentaires. Je commente votre bibliothèque idéale, je fais le montage, je m'occupe de tout le reste. Et puis après, vous pouvez, si vous souhaitez, si vous avez une chaîne YouTube, vous pouvez la diffuser vous aussi sur votre chaîne YouTube. Et d'ailleurs, la personne aujourd'hui qui va participer à ce concept de la bibliothèque idéale, c'est Célia Karénine. Alors, est-ce qu'il y a un jeu de mots avec le roman Anna Karénine que je vais lire cette année? Peut-être, c'est peut-être un hommage indirect, comme moi l'hommage à Mémoire d'Adrien, le roman de Marguerite Yourcenar. Là, peut-être que Célia Karénine veut peut-être rendre hommage à ce roman de Tolstoï. Est-ce que Tolstoï, Anna Karénine, sera son roman étranger préféré? Je ne sais pas. On va découvrir ça là en direct en regardant cette vidéo. Donc, Célia Karénine a sa propre chaîne YouTube. Elle y parle de littérature. Elle parle également de couture. Je ne suis pas un grand spécialiste de couture et je serais moi-même assez catastrophique si je devais me lancer. La dernière fois que j'ai fait de la couture, je crois que c'était pour un cadeau de fête des mères en CE1. Voilà. Et c'était catastrophique. Et je ne suis pas sûr que ma mère l'ait gardé. De toute façon, est-ce qu'il y a beaucoup de parents qui gardent les cadeaux de fête des mères et fête des pères? Si je me souviens que mon père avait gardé pendant longtemps un coquillage comme ça que j'avais peint avec un petit trou qui était une porte-clés. Mais c'est juste parce que c'était un porte-clés, donc il ne pouvait pas le perdre, parce qu'il ne pouvait pas perdre ses clés. Tous les restes, je suis pas sûr que ça a été longtemps gardé. Trêve de bavardage, on va se lancer dans ces 20 questions. On commence par la première. Je vais un peu m'écarter, comme ça elle va pouvoir apparaître là. Elle va répondre et puis ensuite je reviendrai pour faire mes petits commentaires. Bon, et je vous le dis de suite, il y a certes l'effet de style, ça fait un peu classe de partir, de revenir. Mais il y a surtout que ça me fait moins de montage. Et qui dit moins de montage, plus de temps pour lire. Allez, à de suite, on lance la première question. Première question, quel est votre roman français préféré? C'est une catastrophe, il y a les pubs. Non, c'est n'importe quoi. Ah, ça a l'air intéressant ça. Je peux vendre ma voiture à partir de ce site, c'est génial. C'est parti, je commence tout de suite. La première question, c'est votre roman français préféré. Alors c'est pas tellement mon roman français préféré, c'est plutôt celui que j'ai le plus lu et que je le relis le plus souvent. C'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Vous voyez, moi je l'ai en très grand format, d'ailleurs il n'est même pas à moi, il est à mon petit frère. Je l'ai découvert avec la dédicace qui est à l'intérieur. Si vous ne connaissez pas vraiment l'histoire, c'est un conte d'un aviateur qui se crache dans le désert, qui a une panne d'avion dans le désert et qui rencontre un petit enfant blond avec un air un peu perdu et en même temps pas du tout, et c'est l'histoire de cette rencontre et l'histoire du Petit Prince. Je le relis très souvent, j'y découvre à chaque fois de nouvelles choses et c'est un livre que j'aime beaucoup et je sais que c'est connu universellement et que beaucoup de personnes l'adorent, mais voilà, moi c'est vraiment le livre que je relis le plus. Donc c'est peut-être pas le livre que j'aime le plus, mais en tout cas il fait partie de la bibliothèque que je prendrais avec moi si je devais aller vivre sur une île déserte. Déjà, première question, vous voyez, Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry. Très bonne question, très bonne réponse, pardon, très bonne question. Oui, la question est excellente puisqu'elle vient de moi. Mais très bonne réponse, j'aime bien Le Petit Prince. Moi j'avais préféré de Saint-Exupéry Vol de nuit, je vous en ai parlé. Mais Le Petit Prince est très bien et on va dire à niveau de compréhension différent selon l'âge auquel on le lit. Alors, on va passer à la deuxième question. On va voir si je me suis trompé. Est-ce que c'est Anna Karénine ou non le roman étranger préféré? Peut-être pas du tout. Je vais me redécaler. Alors vous allez voir que parfois je me déplace un peu, je reviens, vous allez me voir réapparaître. Je me balade pendant que j'écoute, je fais ma vie. Donc faites pas attention. Moi je la mets là et puis allez, je m'en vais. La deuxième question, c'est votre roman étranger préféré. Celui-ci, je ne l'ai pas parce que je l'ai prêté à un copain. C'est À l'Est d'Éden de John Steinbeck. Alors, je ne sais pas pareil si c'est mon livre étranger préféré, mais c'est un livre qui m'a énormément marqué et je sais que je le relirai un jour. Je l'ai lu cet été sous les conseils d'une d'entre vous d'ailleurs sur Instagram.
et j'ai adoré. C'est l'histoire d'une... C'est pas tellement une saga familiale, c'est pas tellement une saga amicale non plus, il n'y a pas vraiment d'histoire, mais on suit sur plusieurs générations une famille qui habite aux États-Unis et qui s'établit professionnellement, amoureusement, amicalement, voilà, c'est... Il n'y a pas vraiment d'histoire en réalité, mais c'est 800 pages de merveille, 800 pages où j'ai été émerveillée de bout en bout et j'ai trouvé ça intelligent, j'ai trouvé ça hyper bien écrit, sans tomber dans le regarder comme j'écris bien. Voilà, j'aime beaucoup Steinbeck, mais je pense que celui-ci est mon préféré de ceux que j'ai lus. J'ai beaucoup aimé Des souris et des hommes aussi, mais j'ai trouvé À l'Est d'Éden plus complet. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant, je ne l'ai pas lu à l'Est d'Éden, donc j'ai écouté vraiment très attentivement, même si parfois je faisais des petits trucs, mais rassurez-vous, j'ai écouté très attentivement ce qu'elle disait. Elle m'a convaincu, j'aurais dû le mettre dans ma liste d'envie. C'est clair, là par contre j'ai fait une bêtise, donc je vais peut-être le rajouter virtuellement, après coup. Mais c'est vrai que non, ça a l'air génial. Moi j'aime beaucoup Steinbeck, voilà. J'ai adoré Des souris et des hommes, comme elle, j'ai adoré Les raisins de la colère, et c'est vrai que je l'ai acheté récemment, à l'Est d'Éden, et là elle me donne vraiment envie. Donc on va passer à la troisième question, je me redécale et puis on l'écoute. La troisième question, je crois que dans le tag d'Adrien, c'était le plus beau cadeau qu'on vous ait offert. Alors moi j'avoue, j'avais pas d'idée, donc j'ai mis le livre que j'ai le plus offert, et c'est La pluie avant qu'elle tombe de Jonathan Coe, que j'ai lu il y a quasiment 10 ans maintenant et que j'avais beaucoup aimé et que j'ai énormément offert parce que c'est un livre pour moi qui est assez universel, qui plaît à la fois aux femmes, aux hommes. Je sais qu'on tape juste en offrant La pluie avant qu'elle tombe, et pour l'histoire c'est la vie d'une femme qui est retracée à partir de 10 photos. Il me semble, ou 10 cassettes audio, je l'ai lu il y a plus de 10 ans, donc je me rappelle plus très bien, mais donc on retrace l'identité, le parcours et la vie de cette femme, et c'est très beau, c'est très bien écrit, il y a la pointe d'humour typique de Jonathan Coe, et donc je l'offre, pas souvent, mais je pense que c'est le roman que j'ai le plus offert autour de moi. Et ça a l'air génial, ça a l'air génial. J'avais beaucoup aimé Testament à l'anglaise, je crois, de lui, mais que j'ai lu il y a longtemps, vraiment il y a très longtemps. Et là, ça me donne vraiment envie. Donc je vais me le noter. Vous savez que je constitue, moi, petit à petit, ma bibliothèque idéale de vos bibliothèques idéales, avec tous les livres que vous m'avez donné envie de lire dans ces bibliothèques idéales. Et celui-là, je pense que je vais le rajouter. Ça a l'air vraiment extraordinaire. Allez, on passe à la suite. Je vais me mettre là. Ça change un peu. Hop, à droite, à gauche. La droite, comme diraient les inconnus. Le quatrième roman, c'est le livre qui vous a fait le plus peur. Et c'est un Mary Higgins Clark. Je crois que c'est ce titre-là, puisque je trouve que tous les titres de Mary Higgins Clark se ressemblent. Ça s'appelle Toi que j'aimais tant. Mary Higgins Clark, je trouve que c'est toujours pareil. Ce sont toujours des filles super jolies, super futées, super mignonnes, à qui il arrive des aventures un peu policières. Le coupable est toujours un homme. C'est toujours les mêmes situations. Mary Higgins Clark, franchement, faut pas chercher très loin. Et dans celui-ci, il me semble que c'est la petite sœur de celle qui est tuée, qui mène l'enquête quelques années après, et la petite sœur a le souvenir d'un souffle qu'avait l'assassin de la sœur qui est morte, c'est pas très clair, et il y a la description de ce souffle dans le roman. La description était, dans mon souvenir, je l'ai lu, j'avais 13-14 ans, dans mon souvenir, la description était particulièrement glauque et j'en faisais vraiment des cauchemars, donc littéralement. Donc je pense que c'est celui-là, en tout cas c'est celui pour lequel la sensation de peur m'est restée. Et souvent j'ai pas peur sur le coup, moi les trucs qui me font peur ce sont les choses un peu cauchemardesques. Et là ouais, sur celui-là j'avais vraiment ressenti ça. Maintenant, est-ce que j'avais aimé ou pas? Je reconnais que je ne me rappelle plus. Je sais que ce n'était pas mon préféré de Mary Higgins Clark, mais c'est celui qui m'a fait le plus peur. J'ai jamais lu de Mary Higgins Clark. Donc déjà, ça me donne une idée de pourquoi pas un jour essayer. J'aime bien cette idée. J'ai eu peur à un moment donné que Célia nous dévoile, en fait, dans ce livre, c'est la petite sœur qui tuait sa grand. Non, j'avais peur. Finalement, non, c'est pas ça, donc heureusement. Mais bon, je pense qu'on peut lui faire confiance. Elle allait quand même pas nous faire ça en parlant d'un roman policier. Non, mais ça a l'air chouette. Et j'aime bien la façon dont elle parle de ces livres. Vous voyez, c'est frais, elle essaye pas de sortir des phrases hyper complexes, comme on dit tout à l'heure, de certaines critiques parfois. S'écoute un peu parler. Là, non, pas du tout. Il y a une sorte de fraîcheur, de simplicité lorsqu'elle parle de livres, et on sent qu'elle aime ça. On sent qu'elle adore ça, la littérature. Il y a une vraie passion, et j'aime beaucoup. Allez, on passe à la question suivante. Cinquième question, votre biographie préférée? Je n'en lis jamais, je ne lis jamais de biographie, ça ne m'attire pas comme genre littéraire.
Mais en revanche, j'avais lu il y a quelques années La déesse des petites victoires de Yannick Granek, qui retrace la vie de la femme de Kurt Gödel, qui est un mathématicien qui a travaillé sur la physique quantique à l'époque d'Einstein, et d'ailleurs qui était un très grand ami d'Einstein. Et La déesse des petites victoires retrace de manière ultra romancée, hein, tout n'est pas vrai, retrace la vie de sa femme. Et j'avais souvenir que j'avais beaucoup aimé, que ce soit la plume, que ce soit l'humour, que ce soit le positionnement. J'ai souvenir que j'avais trouvé ça plutôt bien fait. Donc c'est celui qui se rapprocherait le plus de la biographie dans ceux que j'ai lus. Ça n'y rentre pas non plus totalement puisque c'est complètement romancé, et d'ailleurs elle l'écrit à la fin du roman que tout n'y est pas vrai, mais que finalement c'est pas ça qui est important. Vous avez vu comment j'ai fait semblant à faire montage qu'elle est là, alors que pas du tout, il y a rien, il y a la cuisine et la bibliothèque. Donc, on peut lui conseiller, et puis elle a peut-être regardé, c'est lire les autres vidéos de vos bibliothèques idéales, peut-être que ça lui a donné envie de lire certaines biographies. Il y en a des très bien. Hein. Alors il y a certes des biographies qui vont trop loin dans la biographie et nous dire jour après jour ce qu'a fait la personne, et là je suis d'accord, c'est un peu barbant. En revanche, par exemple, on cite toujours le même, mais Stefan Zweig fait des biographies extraordinaires, donc si on devait en citer qu'un, ça serait celui-ci, et peut-être, allez, je lui conseillerais Mary Stuart, voilà, la biographie de Mary Stuart. Allez, prochaine question. Le livre qui vous a fait pleurer. Alors, je pleure beaucoup quand je lis des livres. Mais de toute façon, je suis une pleureuse. Hein. Je pleure en écoutant de la musique, je pleure en regardant des films. Je pleure très souvent. Mais le dernier livre qui m'a fait pleurer, c'est 100 millions d'années et un jour de Jean-Baptiste Andréa. Pareil, je l'ai prêté, donc je ne l'ai pas avec moi, mais je vous le mets ici. Jean-Baptiste Andréa, il est particulièrement connu pour le roman Veiller sur elle qui a gagné le concours et qui est très bien. Je trouve que c'est le roman parfait, Veiller sur elle. Il y a tous les thèmes universels qui sont abordés, c'est très bien écrit, ça se déroule sur plusieurs années, c'est très bien construit. J'avais beaucoup aimé Veiller sur elle, et donc j'avais envie de lire autre chose. Et le thème qui m'intéressait le moins dans les romans de Jean-Baptiste Andréa, c'était celui de 100 millions d'années et un jour. Et pour cause, c'est l'histoire d'un paléontologue un peu désabusé qui part à la recherche d'un squelette de dinosaure. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant 3 heures quand je l'ai fini. c'est vraiment... Alors c'est pas celui qui m'a fait le plus pleurer, j'ai pleuré sur d'autres romans, mais c'est le dernier en date qui m'a fait énormément pleurer et que je recommande, et je crois que je l'ai préféré à Veiller sur elle. Je pense que les sujets m'ont plus parlé, même si je l'ai trouvé peut-être un petit peu moins bien construit peut-être que Veiller sur elle. En tout cas, il m'a beaucoup plus ému que Veiller sur elle. Donc oui, je le recommande, mais 10 000 fois, et en plus, il se lit, je pense, en 2 heures, montre en main. C'est chouette, hein, génial cette vidéo, hein. J'adore, parce que Jean-Baptiste Andréa, je ne l'ai jamais lu. J'ai encore des gros trous dans la raquette, hein, j'avoue. Hein. Veiller sur elle, j'ai jamais lu, et ça, celui-ci, elle donne franchement envie. Hein. J'aime bien, et puis ça m'intrigue. Pourquoi, avec ce thème, ce résumé, quelque chose qui à ce point puisse faire pleurer? Non, ça m'intrigue. Je vais le lire aussi. Ça fait 2 fois là qu'il y a des vraies découvertes et que j'ai vraiment envie de le lire. Donc vraiment merci. On passe à la suite. Mais là, franchement, pour l'instant, on est allé à peu près à... Je sais pas compter. Bref, peu importe. Mais j'ai déjà 2 livres que j'aimerais lire parmi ma bibliothèque idéale, de vos bibliothèques idéales. Comprenez l'esprit. Allez, je repars. Je relaisse la place à Célia, qui, vous l'avez vu, hein, me suis bien gouré. Hein, c'était pas du tout Anna Karenine. Hein. Bon, c'est comme ça. Je continue avec le livre que j'ai détesté, et alors je peux pas vous dire si je l'ai vraiment détesté ou pas parce que je n'ai jamais réussi à le finir. C'est Les Odes Hurlevent d'Émilie Brontë. Je sais que c'est un chef-d'œuvre de la littérature anglaise, mais alors moi, honnêtement, en plus j'ai une belle édition, vous voyez mon livre est très beau, mais alors moi honnêtement j'ai jamais réussi à aller au-delà de 100 pages. Je trouve que c'est particulièrement illisible, inintelligible. Vous allez me dire oui mais la traduction, mais honnêtement le type est dans le château, on comprend rien à ce qui se passe. Moi j'ai trouvé ça pas du tout engageant. Donc pour moi c'est pas que je le déteste parce que je l'ai pas fini, donc j'ai pas un vrai avis, mais honnêtement je ne suis pas sûre de le lire un jour. Je le garde en me disant qu'un jour peut-être j'arriverai à me faire mon propre avis, mais je le trouve pas du tout engageant et je ne comprends pas qu'on puisse l'aimer autant parce que franchement, les 100 premières pages, je n'ai rien compris. Rien. Et pourtant, je pense que j'arrive à lire quand même, mais alors là, j'ai trouvé ça inintelligible. Donc vraiment, non, j'aime pas. J'en ai fait un peu trop. Oui, bon, j'en ai fait un peu trop. Mais c'est comme ça, c'est la littérature et on accepte le débat et oui, pourquoi pas. Moi, vous savez, c'était mon roman préféré, lu en 2023.
J'avais aucun stéréotype, aucun cliché avant, et vous allez voir même que le livre que j'ai le plus détesté en 2024, lu en 2024, c'est un roman que tout le monde a trouvé extraordinaire. Donc c'est pas parce que tout le monde trouve bien que je vais trouver bien. Mais Les Roues de Levant, moi j'ai trouvé ce roman génialissime. Je me souviens pas des 100 premières pages exactement ce qui a pu la bloquer. Je suis pas là pour lui dire il faut réinsister, etc. Non, si elle a pas aimé, elle a pas aimé. Hein. C'est encore une fois, il y a aucun problème là-dedans et chacun se fait son propre avis de manière subjective. On peut pas être objectif en matière de littérature. Je l'ai déjà dit, mais on peut pas être objectif. Donc elle s'est fait son avis de manière subjective et je comprends. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est à quel point cette passion, cette déception, cette humilité, cette humiliation, pardon, qu'il a ressentie, Heathcliff, l'amène mais à devenir le mal absolu. J'avais adoré. Bon, pour le coup, elle n'a pas aimé. Bon, je vais essayer d'en faire un peu moins pour les suivants. Mais les réactions, là, franchement, je pourrais avoir l'Oscar de la pire réaction en direct sur une chaîne YouTube de la Bibliothèque Idéale. Il n'existe pas cet Oscar, mais s'il existait, je l'aurais gagné. 8e question, votre pièce de théâtre préférée, c'est Andromaque de Jean Racine, que j'ai lu, relu, lu et relu, que j'ai vu au théâtre, que j'écoute fréquemment sur YouTube, puisqu'il y a une version qui est interprétée par les comédiens de la Comédie Française, qui est disponible sur YouTube. Et j'adore cette pièce de théâtre. D'abord, bon, c'est extrêmement bien écrit, mais au-delà de ça, je trouve que ça retrace extrêmement bien la complexité humaine. C'est hyper intéressant à lire, l'histoire est très belle. C'est rattaché à la mythologie grecque, j'adore la mythologie grecque. Et je l'ai redécouverte en 2020 parce que je venais d'entendre quelqu'un citer Andromaque en disant « Et tout ingrat qu'il est, il me sera plus doux de mourir avec lui que de vivre avec vous ». Et j'avais trouvé ça incroyable, donc j'ai lu Andromaque, j'ai eu un vrai coup de cœur. Et je le relis fréquemment. Rien à rajouter, Andromaque, extraordinaire. Bérénice aussi, génial de Racine. On passe à la suite. Votre recueil de poèmes préféré, je n'en ai pas parce que je ne lis jamais de poésie, mais j'ai découvert récemment un poème de Gérard de Nerval. Je l'ai complètement oublié, je vous le mettrai dans la barre d'infos et je l'ai trouvé très très beau. Mais au-delà de ça, non, je ne lis jamais de poésie, ça ne m'inspire absolument pas. Oui, El Desticciado, c'est très beau de Nerval. Mais peut-être que la poésie contemporaine pourrait davantage l'intéresser. Et je pense à Joseph Montus, à La Ligne, dont j'ai déjà régulièrement parlé, ou alors L'autre moitié du monde m'appartient, qui est très beau aussi, de Alicia Gallienne. Mais bon, je peux comprendre, hein, encore une fois, on peut ne pas être touché par la poésie. 10e question, le livre qui vous a fait le plus rire, je n'en ai pas parce que je ne ris jamais à gorge déployée quand je lis un roman. On va dire que le dernier qui m'a fait bien sourire, c'est le discours de Fab Caro. Mais je n'ai jamais eu de fou rire en lisant un roman. Donc je mets celui-ci parce que je l'ai trouvé drôle, mais malheureusement, je pleure beaucoup, mais je ris assez peu. C'est 2 fois qu'on a quelqu'un qui cite Fabrice Caro pour un roman qui l'a fait le plus rire. Donc ça éveille ma curiosité. Là aussi, encore une fois, on n'est pas forcément obligé de rire. Alors évidemment, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à l'éclat de rire. Mais il y a quand même des livres qui font pas mal rire. Et on y reviendra à propos de La recherche du temps perdu. Vous verrez que moi, paradoxalement, alors que ce livre n'a pas du tout cette réputation, La recherche du temps perdu est l'un des livres qui me font le plus rire. Vraiment. Mais vraiment, on en reparlera. Allez, on passe à la suite. Oh, allez, on repart là-bas. Allez, on change. Le livre qui vous a fait le plus lire, et je vais prendre les 2 tomes du conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. J'ai d'ailleurs nettement préféré le deuxième au premier. Le premier, il y a toute une partie que j'ai trouvé quand même assez ennuyeuse, mais le conte de Monte Cristo, parce que je m'étais donné le défi de le lire en un temps très court, enfin très court pour le nombre de pages, et à la suite de ça, j'ai lancé une mécanique de lecture beaucoup plus approfondie et beaucoup plus poussée. Donc on va dire que c'est ce roman-ci, mais c'est le 2e tome qui m'a convaincu que c'était un très grand roman, pas que le début du premier. Je pense que le début du premier surpasse le 2e tome. Mais le conte de Monte Cristo m'a redonné goût à la lecture cette année, donc j'ai mis celui-là. Ah, c'est chouette. Quel chef-d'œuvre, mais quel chef-d'œuvre, le conte de Monte Cristo. Bon, par contre, se donner un défi de lire un roman en un temps record, honnêtement, je vois pas l'intérêt. Non, vraiment, je vois pas. Enfin, bon, bref. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais je vois pas l'intérêt. Mais le conte de Monte Cristo, c'est quoi. C'est génial.
finaliste du grand tournoi des romans qu'on a fait cet été, qui a perdu en finale contre Les Misérables. Vous vous souvenez de ce grand débat entre un fan d'Alexandre Dumas et un fan des Misérables de Victor Hugo que j'avais organisé avec moi, un animateur, moi en fan de Victor Hugo et moi en fan d'Alexandre Dumas. C'était très bizarre. Mais vous voulez la voir cette vidéo, si vous n'avez pas peur d'être gêné par l'humour. Mais bon, vous allez voir. Allez, on passe à la suite. Je repars là-bas, c'est mieux. Votre roman historique préféré? Alors, j'en ai deux, j'ai pas réussi à les départager. Dans un premier temps, ça devrait être Les Piliers de la Terre de Ken Follett que j'avais recommencé pendant le confinement et que je me rends compte que je l'ai pas fini. Mais Les Piliers de la Terre de Ken Follett, j'aime beaucoup. Voilà, c'est la construction d'une cathédrale en Angleterre et c'est bien écrit, c'est prenant, ça se lit tout seul, c'est incroyable, moi j'adore. Par contre, je n'ai lu aucun autre roman de Ken Follett. Et sinon, en ce moment, je lis Les Rois Maudits de Maurice Druon, et c'est aussi très très bon, et je pense que c'est davantage inspiré de faits réels que Les Piliers de la Terre. Ça se base sur l'histoire de France médiévale pour créer un roman qui se lit tout seul. Les Rois Maudits, c'est très 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 bon. Je reprends Célia, je la cite, oui. Alors évidemment, ça s'inspire de faits réels, c'est de l'histoire, tel que c'est passé, avec quand même quelques faits romancés. Alors, on va dire que c'est réaliste. Les historiens seraient horrifiés de ce que je viens de dire. Mais c'est une sorte d'explication, en tout cas c'est une des explications de l'origine de la guerre de 100 ans. Donc c'est génial, vous apprenez des choses sur l'histoire, vous passez un super moment, c'est extraordinaire. Vraiment, les Rois Maudits, c'est génial. Et Ken Follett, Les Piliers de la Terre, c'est un peu la mode de taper sur Ken Follett aussi, mais c'est très bien. Les Piliers de la Terre, et puis les polars qu'il a pu faire avant ces grandes sagas. Ce qu'il a fait après Les Piliers de la Terre, en roman historique de plus en plus long, là, honnêtement, j'ai pas du tout aimé. Mais Les Piliers de la Terre, je peux lui conseiller à Célia, arrête-toi là, ça suffit largement. Voilà. Après, je trouve que ça se répète trop, et c'est beaucoup moins bon. Mais génial, Les Piliers de la Terre, moi j'adore. Question numéro 13, votre premier véritable roman? J'ai mis Harry Potter, parce que je les ai lus quand j'étais petite, j'ai commencé à les lire, j'avais 8 ans, et ce sont vraiment les livres qui ont bercé ma jeunesse, donc j'ai mis Harry Potter. Votre premier choc avec un classique? Mon premier choc avec un classique, c'est Lettre d'une inconnue de Stefan Zweig. Là, je l'ai en édition... je crois que c'est Christian Lacroix qui a... Oui, c'est ça. C'est Christian Lacroix qui a dessiné la couverture. C'est le premier classique que j'ai lu pour lequel je me suis dit que ça valait le coup de lire des classiques. Je ne sais pas si je le relirai parce que j'ai peur d'être très déçue. L'histoire, en gros, c'est un type qui rentre chez lui le jour de son 40e anniversaire, je crois. Il rentre chez lui et il découvre la lettre d'une femme qu'il a aimée. La femme a aimé ce type toute sa vie, et ce type n'en a jamais rien su. Voilà, donc c'est un roman épistolaire, même s'il n'y a qu'une seule lettre. Je crois qu'elle fait à peu près 150 pages, et ça m'avait bouleversée. À l'époque, je me rappelle, j'en avais pleuré. Il y a un côté très cruel dans Lettre d'une inconnue, et si vous voulez lire un roman d'amour, bon, je peux vous conseiller celui-ci, même si je sais pas si j'aimerais autant aujourd'hui. Quand j'étais ado, les trucs un peu passionnels comme ça me parlait énormément. Je crois que maintenant ça me plairait beaucoup moins. Mais c'est mon premier choc avec un classique dans tous les cas. Très bien. Moi j'aime beaucoup Lettre d'une inconnue, mais il y a d'autres grands romans de Zweig que j'adore, Le joueur d'échecs, plus proche de la nouvelle peut-être que du roman, La confusion des sentiments, 24 heures dans la vie d'une femme, bref, il y en a vraiment d'excellents. Et donc les biographies que je peux conseiller à Célia si elle veut lire des biographies, mais elle n'a pas forcément envie d'en lire. Allez, on passe, il me semble que le suivant c'est la BD ou le manga. Allez, on va vérifier si j'ai une bonne mémoire. La BD ou le manga que vous préférez? Alors je ne lis jamais de manga, j'ai jamais aimé ça ne m'a jamais parlé. Vraiment, je passe complètement à côté de ça. Pour la bande dessinée, je dirais soit Mouse, je cache un peu parce que je voudrais pas être strike par YouTube, soit Mouse de, je ne sais plus, Art Spiegelman, c'est peut-être de Spiegelman, qui parle de la Seconde Guerre mondiale, on va dire. Voilà, qui est une excellente bande dessinée. Mais sinon, si je devais me résumer à une seule bande dessinée, ce serait Thorgal, qui se passe pendant la... Enfin, c'est un petit peu science-fiction, un petit peu mythologie nordique, un petit peu... C'est un peu inclassable comme bande dessinée, mais j'adorais quand j'étais ado, et
Et je pense que Chris de Valnor est un de mes personnages féminins préférés de toute la littérature confondue. Voilà. Je serais très curieuse de voir ce que ça donnerait s'ils en faisaient une série d'ailleurs de Torgal. Maus, j'en ai déjà beaucoup parlé ici, de Art Spiegelman. Alors je savais même pas qu'on pouvait se faire traquer, elle a dit, je sais pas, pour la couverture. Vous voyez, on en apprend tous les jours, donc ça peut m'aider pour la suite. Oui, ça peut vraiment bien m'aider. Donc merci du petit conseil, du petit tuyau. Et puis, Torgal, ouais, j'en avais lu quelques-uns peut-être. Mais je suis pas aussi fan, non, je suis passé un peu à côté de Torgal. Bon, bah, c'est comme ça, hein. Allez, on passe à la suite, je m'en vais, je laisse ma place. Deuxième question, c'était le livre qui vous a rendu fou, je n'en ai aucun. Ensuite, le livre qui vous a énervé, c'est L'amour au temps du choléra de Gabriel Garcia Marquez. Pareil, je l'ai prêté, donc je ne pourrais pas vous le montrer, je l'ai lu cet été. Et ce qui m'a énervé, c'est pas tant la lecture du roman, c'est plutôt la sensation que ça m'a laissé à la fin du « je ne sais pas si j'ai adoré ou si j'ai détesté ». Je suis vraiment restée sur un entre-deux de... je sais plus. Voilà, je ne sais pas, il y a des choses que j'ai trouvées géniales dans ce roman, il y a des choses que j'ai trouvées infectes, c'est vraiment un roman qui a énormément de défauts, selon moi, qui n'a aucune qualité, ou très peu, et pour autant, il m'a fascinée, et j'y pense encore, et quand j'y pense encore, c'est pas du tout en négatif, et d'ailleurs, je l'ai prêté pour que quelqu'un d'autre se fasse son avis et me le dise, parce que je me suis retrouvée très seule à la fin du roman, à ne pas savoir si je devais l'avoir aimé ou si je devais l'avoir détesté. Vous voyez ce que je veux dire? Et vraiment, ça m'a beaucoup énervée. Alors, L'amour au temps du choléra, c'est l'histoire d'un homme qui tombe amoureux d'une femme, qui en épouse un autre, et l'homme de début, va se battre toute sa vie pour récupérer la femme qu'il aime. Et dit comme ça sonne très romanesque et c'est pas du tout le cas et je pense que c'est le point qui m'a énormément déçue à la lecture de ce livre, c'est que ça ne correspondait absolument pas à l'idée que j'en avais. Et puis également, il est quand même vachement sexiste, hein, le type, c'est parfois un peu inquiétant, honnêtement, sans rentrer dans des débats de sexisme et compagnie. Là pour le coup, à la lecture du roman, je me suis dit que c'était extrêmement border sur certains sujets. Mais en même temps, il m'a fascinée. C'est 550 pages, je crois, de roman. Les chapitres font 90 pages. Il n'y a jamais de pause. Les lignes s'enchaînent comme ça. Il n'y a pas de paragraphe, il n'y a rien. Il y a zéro dialogue quasiment. Et pour autant, je l'ai lu en 3 jours et je me suis pas du tout ennuyée en le lisant. Ah, je comprends, hein. Je comprends ce qu'elle dit sur Gabriel García Márquez. Ça m'avait fait un peu la même chose avec 100 ans de solitude, que tout le monde qualifie de chef-d'œuvre, qui est un chef-d'œuvre pour les raisons que j'avais évoquées dans la recette d'un chef-d'œuvre consacrée à ce roman, et qui en même temps, je me demandais vraiment si j'avais aimé ou pas. Et aujourd'hui encore, je suis pas sûr d'avoir aimé 100 ans de solitude. Vous voyez, c'est un peu ambigu. Question numéro 18, on arrive à la fin. Le livre que vous espérez lire bientôt. Alors j'en ai beaucoup, mais voici mon top 3. Allez, je mets un top 4. Le premier, c'est Les dieux ont soif d'Anatole France. Je ne l'ai pas, mais le titre me fascine. Voilà, je trouve que ce titre est très très beau. Donc, Les dieux ont soif d'Anatole France. Ensuite, j'ai Belle Amie de Maupassant que j'ai dans une édition incroyable. Ce sont les éditions Point qui ont revu leur classique. Oh, il est trop beau. Et je l'ai acheté parce que je le trouvais magnifique. Donc, Belle Amie de Maupassant. Il y a Léon l'Africain d'Amin Malouf que j'ai dans ma bibliothèque depuis un moment, que j'ai très envie de le lire, mais que je retarde à chaque fois, je ne sais pas pourquoi. Et il y a le dernier, alors j'ai pas défini le titre encore, mais c'est un livre de Pat Conroy. Alors il y en a 2 qui me tenteraient, ce serait soit Le Prince des Marais, soit Beach Music, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu dans la veine de À l'Est d'Éden. Je me trompe peut-être radicalement, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu dans ce même esprit de littérature américaine, de gros pavés de littérature américaine, avec des histoires familiales, avec des soucis transgénérationnels. Je sais pas, je suis très intriguée depuis que j'ai lu À l'Est d'Éden de lire un Pat Conroy, donc je pense en lire un, peut-être pas en 2024, mais certainement en 2025. Et ce sera certainement aussi Le Prince des Marais, qui est plus facile à trouver que Beach Music. Alors, je conseille les 2 premiers, Les dieux ont soif et Belle Amie, que j'adore.
Les autres, je les ai pas lus, donc j'attendrai et je regarderai ce qu'elle en aura pensé une fois qu'elle les aura lus. Allez, question 19, il en reste 2, plus que 2. Numéro 19, le livre qui mériterait d'être plus connu. Alors celui-ci, j'ai mis du temps à trouver parce que vraiment, ça ne me venait pas en tête, mais je suis retombée sur L'origine de la violence dans ma bibliothèque de Fabrice Imbert et je me suis dit que c'était dommage que ce livre-là ne soit pas connu autant que Un secret de Philippe Grimbert, parce que ça traite un petit peu du même sujet. Alors ça se passe également pendant la Seconde Guerre mondiale, enfin oui et non, c'est un professeur d'histoire-géographie qui emmène ses étudiants dans un camp de concentration et qui découvre... Je vais me faire strike, c'est sûr. et qui découvre une photo. Et sur cette photo, il y a quelqu'un qui ressemble extrêmement fort à son père. Donc il décide de mener l'enquête et découvrir sa vie, sa famille et ses origines. Et il découvre qu'il y a un secret familial. C'est pour ça que je le compare avec Un secret de Philippe Grimbert. Et pour moi, ce sera assez sympa que celui-ci soit au moins aussi connu que Philippe Grimbert, parce que je l'ai vraiment trouvé très bien. La fin est très forte, très 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 forte. Et en tout cas, j'avais trouvé ce roman assez spectaculaire. Il faudrait que je le relise d'ailleurs, mais j'avais trouvé ça très très bon. Le livre que vous avez lu grâce à votre moitié ou toute autre personne. Alors, mon copain et moi, nous n'aimons pas tout à fait les mêmes livres. Lui, il n'aime que les romans historiques pour le coup. On n'est pas tout à fait sur le même créneau, mais en tout cas, un livre qui est souvent revenu cette année dans les recommandations, et je vous le tease un petit peu. Il y a un livre cette année qui est souvent revenu dans les recommandations. Alors, pas de manière directe, mais de manière un peu soum-soum. J'ai eu Audrey V qui m'a dit que son fils l'avait lu et qu'il avait adoré. J'ai ma mère qui a lu L'Appel de la forêt. J'ai eu pas mal d'indices, on va dire, au cours de l'année de personnes avec qui je converse de temps en temps. Allez, je tente. Martin Eden. Qui m'ont dit qu'il fallait que je lise Martin Eden de Jack London. C'est le dernier livre que j'ai lu complètement. Et je suis incapable de passer à un autre roman tant je l'ai trouvé. C'est un vrai chef-d'œuvre de la littérature globale. J'ai adoré. La dernière page est l'une des plus belles que j'ai lues de ma vie. Et vraiment merci à toutes ces personnes qui m'ont insidieusement conseillé de lire Martin Eden parce que ça fait partie des romans que j'ai le plus aimé cette année, mais je pense même que j'ai le plus aimé dans ma vie. Parce que je sens que quand je l'ai fini, je me suis dit ouais c'est bien, et je sens que j'ai du mal à passer à autre chose dans ma tête. Donc Martin Eden, très très grand roman. Oui, Martin Eden c'est un immense chef-d'œuvre, donc à lire et à relire. Et la dernière question qui n'était pas dans le formulaire mais que j'ajoute moi, c'est le livre que vous lisez en ce moment. Personne ne meurt à Longyearbyen, c'est un polar, et en fait je voulais un polar après avoir lu Martin Eden pour changer radicalement d'ambiance et avoir quelque chose de facile à lire. Et vous voyez, j'avance pas vraiment en réalité, j'en suis ici. J'avance pas vraiment, je peux pas vous dire si j'aime ou si j'aime pas. Je trouve que les polars quand même, globalement, c'est toujours un peu pareil. Les enquêteurs sont tous assez similaires aux enquêteurs, peu importe l'écrivain. Voilà. Honnêtement, je pense que c'est pas mal, mais je l'ai pas fini. Voilà, je vous dirai ce que j'en ai pensé quand je l'aurai terminé, mais je trouve que globalement les polars se ressemblent un peu tous. J'aime beaucoup les polars de... Alors pas tous, parce qu'il y en a un que j'avais vraiment pas aimé, mais Pierre Lemaitre, je trouve qu'il écrit de bons polars. Ça fait partie des polars qui se lisent mais qui s'oublient, à mon avis, assez vite également. Eh bien, nous rajoute une question, Célia. Bah oui, pourquoi pas. Si tout le monde peut refaire les règles, non mais... Bah, évidemment, vous pouvez faire ce que vous voulez de ce questionnaire et rajouter des questions, en supprimer, en modifier, et évidemment, c'est le jeu. Donc vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Et on va tous répondre à cette 21e question. Quel livre est-ce que vous lisez en ce moment? Eh bien, on va y répondre. Je vous propose, en commentaire, de vous mettre quel livre, un seul. Moi, j'en lis... j'en lis 3-4 actuellement, un peu n'importe quoi d'ailleurs, ça c'est vraiment quand je fais n'importe quoi, c'est quand j'en lis plus de 2 en même temps. 2 ça va, 3 à la limite, mais là j'en suis à 4, voire même, ouais, un 5e même, c'est n'importe quoi. Non, moi je lis et j'ai commencé AATA de Anouk Faure aux éditions Argile, je vous en reparlerai. Je vous conseille encore une fois, je vous recommande d'aller découvrir la chaîne de Célia Karénine, je la remercie
pour ses réponses. Il y a eu des désaccords, hein, vous avez pu le voir, un désaccord profond sur les hauts de Hurlevent, des accords également, un accord sur Martin Eden, sur le Comte de Monte Cristo, sur d'autres. Peut-être que ça serait bien également de lui faire découvrir des mangas. Ça peut être aussi un défi pour moi qu'elle puisse, grâce à ma chaîne, si elle regarde des vidéos parfois un jour, lire un manga. Quoi qu'il en soit, je vous invite à aller découvrir sa chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller découvrir ce qu'elle fait. Si vous aimez la littérature et la couture, ou alors l'un des deux, en tout cas, elle fait du contenu sur ces deux activités-là qui peuvent se rejoindre. On peut lire en faisant de la couture. Oui, avec les livres audio aussi. Donc, je suis en train de me dire, est-ce qu'on peut faire les deux? Donc oui, on peut lire, écouter un livre audio et faire de la couture en même temps. Je ne sais pas si c'est possible, je ne sais pas si elle l'a déjà fait. Ça aurait pu être une 22e question. Une 23e question aurait pu, parce que tant qu'on est dans l'ajout de questions, allons-y. 23e question, ça pourrait être intéressant pour les prochaines fois. Est-ce que vous avez déjà arrêté carrément de lire un livre pendant en cours, sans jamais le terminer? Bref. Allez, si vous voulez participer à ce concept de la bibliothèque idéale, vous avez toutes les modalités dans la description. Vous avez mon adresse mail et les 20 questions. On va même ajouter la 21e de Célia. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour encore une fois du Balzac, du Proust, du Dostoïevski, des romans que j'ai aimés, ceux que j'ai détestés. Il va y avoir de la polémique, vous allez voir. On va passer encore une fois un super mois de janvier 2025. On est bien en 2025. Allez, prenez soin de vous, lisez des livres, et puis j'espère que cette fois-ci le son était bon. Voilà, mais je compte sur vous pour me le dire. J'espère que le son était bon. Allez, au revoir et passez un bon week-end ou une bonne journée. Je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais le publier. Il va y avoir du montage là, parce que j'ai fait n'importe quoi. Je passais à droite, à gauche, il y a quelqu'un qui a sonné et tout. Il va y avoir du montage. Mais c'est la vie. Allez, lisez des livres. Ciao.